Alors ce matin, on débute en s'élevant l'esprit, si j'ose dire, puisque je suis plus que ravi d'accueillir pour cette conférence Julien Aubert, qui a été député du Vaucluse de 2012 à cette année, qui est engagé politiquement au sein du Parti Les Républicains, qui a créé et qui est le président d'un parti qui s'appelle Osons la France, qui a plein d'autres casquettes dont il nous parlera peut-être, mais sur une conférence qui est un peu inhabituelle, qui est un peu finalement à la fois politique et un peu philosophique, sur l'État-providence. On sait combien ça nous impacte, et c'est des questions qui nous impactent en médecine, mais je pense que vous avez fait le choix, on en avait discuté, d'élargir le débat sur ce plan. Donc bravo pour cette gageure, merci d'être venu en famille à Antibes, et je sais combien votre famille est ravie d'être coincée dans une chambre d'hôtel sous la pluie. C'était pas prévu initialement, mais merci infiniment d'être parmi nous ce matin. Merci, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, ma famille est séquestrée, elle aussi, mais ça ne durera pas 15 minutes. En tout cas, ça durera peut-être une petite heure. Et votre anecdote m'a rappelé d'ailleurs quand j'étais jeune conseiller à l'Élysée, que j'avais organisé un grand raout comme ceci avec 800 personnes, une quarantaine de journalistes, au palais de la Bourse du Commerce à Marseille, et où j'ai eu le peur de ma vie le jour où la ministre de l'économie, le conseiller spécial du président de la République et 2 officiers de sécurité sont restés coincés dans l'ascenseur, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là que ça survient. Vous accueillez le ministre, il rentre dans l'ascenseur, et là, il se bloque, sachant que le conseiller spécial du président était mon patron. Et donc, pendant 15 minutes, j'ai compris que j'allais pointer au chômage. Et puis finalement, heureusement, voilà, j'ai survécu. Alors, je crois que le sujet que vous avez ce matin, l'État-providence, c'est un sujet d'actualité parce qu'on sort d'une crise sanitaire sur notamment le Covid, qui a montré que l'État sanitaire, il n'était pas tout à fait au point en termes d'efficacité. Incapacité à prévoir les commandes de masques, incapacité à fabriquer des vaccins, seule puissance du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas son vaccin, incapacité à vacciner rapidement, il a fallu quand même que... ça a pris quand même quelques temps, après ça a tourné, mais enfin les premières semaines ont été un peu lentes. Incapacité à associer les cliniques et les hôpitaux publics, notamment pendant la première vague, la première crise de la Covid. Je me rappelle les cliniques privées qui attendaient l'arme au poing, qu'on veuille bien donc elles avaient vidé tout leur planning, et elles attendaient qu'on veuille bien leur envoyer des malades. Et puis, de manière générale, une manière de concevoir la réponse à la crise centrée sur l'hôpital, et pas du tout sur les autres acteurs, notamment, puisque je suis face à vous, les médecins libéraux. Et donc c'est bon de réfléchir en effet à l'État-providence, surtout en matière de santé. Alors, pourquoi moi? Peut-être qu'il n'y avait que moi, j'en sais rien. Même si, je dirais, le fiel de votre débat coule dans mes veines parce que j'ai la chance d'être à la fois fils de pharmacien, petit neveu de médecin et de dentiste, cousin d'orthophoniste, donc je suis mi-homme et mi-bête, puisque je suis fils de fonctionnaire et neveu, et moi-même fonctionnaire. Donc vous voyez, en moi, s'affronte, je dirais, l'appétence pour la médecine libérale, et en même temps, le sens de l'État et l'idée que l'État doit être central dans l'économie. Et politiquement, on va dire que je suis plutôt un gaulliste, souverainiste, séguiniste, pour ceux qui ont des souvenirs de la politique des années 90. Donc, pas spécifiquement un ultralibéral, même si, évidemment, je reste un homme de droite. Alors, de ce que j'ai pu constater, dans mon expérience d'élu, mais même avant, il y a quand même une allergie assez forte, généralisée et même un peu éruptive des médecins lorsque l'État vient se mêler je dirais, de leurs affaires et vient organiser, réglementer. Le premier mouvement est toujours un mouvement, je dirais, un peu vif, en disant, écoutez, laissez-nous vivre. Je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi c'était plus marqué chez les médecins qu'ailleurs. Alors, il y a une raison sur laquelle je vais revenir durant cette conférence. Il y en a une autre, j'ai toujours pensé que la longueur de vos études et le fait que
pendant des années, on vous obligeait à réglementer votre vie en disant interne, externe. Qu'au bout de 10 ans, lorsque les gens ressortent, disent maintenant je vais vivre ma vie et plus personne va m'expliquer ce que je dois faire. Alors, je vais commencer par un petit effort de définition quand même. L'État-providence, pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on désigne, c'est une forme d'État qui intervient activement dans les domaines social et économiques en vue d'assurer des prestations aux citoyens. Et effectivement, en France, on le sait, il y a une distinction claire, officiellement, entre le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Mais pour les Français, tout ça, c'est un peu la même chose. Et je ne suis pas sûr, si on faisait un sondage à l'extérieur, que beaucoup de Français savent qu'il y a un projet de loi de finances, de la sécurité sociale. On parle beaucoup du budget de l'État, on parle souvent du trou de la sécurité sociale, mais je ne suis pas certain que tout ceci soit très très clair. Et en termes de montant, c'est vrai qu'on parle souvent des 300 milliards du budget de l'État, mais enfin, quand on regarde les chiffres de la sécurité sociale, avec un ONDAM à 200 et quelques milliards, 230 milliards, la médecine de ville, vous représentez 105 milliards, les hôpitaux 95, on voit bien que si on le mettait dans un budget de l'État, ça représenterait en réalité des postes extrêmement importants. Et on comprend que le citoyen ne fasse pas la différence parce que au Parlement, on vote les dépenses de la sécurité sociale. Ça a l'air, je dirais, logique parce qu'on y est habitué, mais enfin c'est un peu étrange. C'est un des rares domaines où on vote des dépenses de consommation. Si j'étais un peu taquin, je dirais, imaginons le Parlement voter le budget des dépenses de Noël des ménages ou le budget vacances. Alors ça s'explique rationnellement, mais on est sur une rencontre quand même tripartite entre un objectif macroéconomique qui est essentiellement budgétaire, il faut que ça coûte le moins cher possible, et puis un peu sanitaire, mais bon, globalement, c'est quand même à 90% des objectifs budgétaires, c'est l'ancien membre de la Commission des finances qui vous parle, des comportements individuels qui sont microéconomiques, et puis des impératifs de soins quand même qui s'imposent. Hein, on ne choisit pas de tomber malade, on ne choisit pas d'avoir des maladies longues, et donc on ne les a pas forcément décidés, et l'ordonnateur, ce n'est pas l'État, c'est là où on arrive sur vous, c'est une personne privée qui est le médecin. Et généralement, dans la dépense de l'État, l'ordonnateur comme le comptable sont publics. Donc c'est assez facile de diriger la dépense. Là, on a un comptable qui est public, mais un ordonnateur qui est privé. Alors, cet État-providence, est-ce qu'il est efficace ? Efficace, oui. Oui, dans le sens où on a de bons résultats de santé. La France occupe l'une des meilleures places en matière d'espérance de vie à la naissance. Elle est assez proche de la moyenne européenne pour l'espérance de vie en bonne santé, ce qui permet quand même de tempérer la chose. 5e pour les femmes, 10e pour les hommes. Et surtout, l'espérance de vie en bonne santé, elle ne progresse plus depuis 2006 en France. Efficace, oui. Efficient, ça se discute. Efficient, c'est l'argent qu'on dépense pour obtenir le résultat. Parce que la dépense ne fait pas forcément la qualité. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance, surtout d'ailleurs de la part de certaines forces syndicales, de dire dès qu'il y a un problème, il faut mettre plus d'argent, et plus d'argent va nous permettre d'avoir un meilleur service. Bien que la dépense augmente moins vite depuis qu'on a mis l'ONDAM, nous consacrons tout de même 12% de notre PIB. Alors, j'ai trouvé des chiffres assez différents, mais près de 284 milliards d'euros à la santé, un pourcentage en hausse ces dernières années, alors que la moyenne OCDE est de 9%. Donc ça progresse moins vite grâce à l'ONDAM, mais enfin ça progresse quand même. Et parmi les pays de l'OCDE, la France est l'un des pays qui consacre le plus de richesses à la dépense courante de santé. Il n'y a que les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse qui dépensent davantage, ce qui montre d'ailleurs que ce n'était pas lié au système d'organisation des soins, puisque aux États-Unis, pour ceux qui ont eu, moi j'ai eu le plaisir d'y vivre, vous êtes une femme, vous devez accoucher, avant de vous accoucher, on va vous demander de bien vouloir régler la note, et elle se règle à 25-30 000 euros. Donc, ce n'est pas forcément, je dirais, le reflet d'une organisation. Mais en tout cas, sur l'efficience, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui dépensent beaucoup moins et qui ont des résultats équivalents aux nôtres. Des pays comme la Corée ou la Suisse dépensent 2 fois moins pour une espérance de vie identique. Et quand on prend la Corée du Sud ou le Japon, il semble avoir géré la crise du coronavirus de façon performante. Ces 2 pays sont parmi les mieux classés
lorsqu'on regarde différents critères de santé publique, avec une espérance de vie qui est respectivement de 83 et 84 ans, un nombre de lits d'hôpital en soins curatifs pour 1000 habitants très élevé, 7,1 pour la Corée du Sud et 7,8 pour le Japon. Et pourtant, ils ont tous les deux presque moitié moins de médecins que certains pays d'Europe. 23 médecins pour 10 000 habitants en Corée du Sud et 24 pour le Japon. 42 en Allemagne. Donc, et quand on regarde le poids des dépenses de santé dans le PIB, c'est 4,4% en Corée du Sud. Donc, c'est vrai que cet État-providence, on en est fier, il donne de bons résultats. Maintenant, on peut quand même s'interroger de savoir si on y consacre véritablement, enfin si l'organisation en tant que telle est efficiente, si on n'y consacre pas trop, si on ne pourrait pas obtenir le même résultat en dépensant moins. Mais avant de rentrer sur ça, je pense qu'il faut d'abord se demander sur quel principe on souhaite organiser cet État-providence. Parce qu'il y a quand même une forme de confusion, de coexistence. On est toujours titillé entre deux pôles. La prévention du risque individuel, où, bien écoutez, moi, je vais me prémunir contre ce risque. C'est un peu plutôt une réflexion d'assurance. Et puis, l'idée de la solidarité collective qui fait que la santé n'est pas seulement votre problème, c'est le problème de la société tout entière. Il peut y avoir ce qu'on appelle les externalités négatives. Et donc, on doit être solidaire avec ceux qui peuvent moins se soigner. Et effectivement, quand on regarde l'histoire de la construction des États-providence, il y a en fait deux modèles que vous connaissez peut-être tous, je ne sais pas, mais je le rappelle quand même au cas où certains ne seraient pas au fait. D'un côté, ce qu'on appelle le système bismarckien, puisqu'il a été inventé par Bismarck en Allemagne, c'est-à-dire l'assurance maladie créée en 1883. Donc vous avez une assurance qui est nettement distinguée de l'assistance sociale. La protection sociale est accordée en contrepartie d'une activité professionnelle via des cotisations. Et donc vous avez évidemment au cœur de cette réflexion sur un système assurantiel basé sur le risque, l'idée de la proportionnalité des cotisations par rapport à des salaires et de la proportionnalité des prestations par rapport aux cotisations. Aujourd'hui en Allemagne, toutes les assurances sociales sont gérées par des organismes de droit public où les salariés et les employeurs sont représentés à égalité, ça nous rappelle des choses, et environ 90% de la population appartient au régime légal d'assurance maladie. 75% y est assuré de manière obligatoire, le reste volontairement. Et après, vous avez 8%, c'est le privé. Et dans le privé, notamment, vous avez les indépendants, les gens qui ont des gros salaires. Et puis, vous avez 0,3% sans protection. Donc, système bismarckien, alors l'Allemagne l'a fait évoluer, mais enfin, l'essence, c'est plutôt la proportionnalité, l'assurance, se prémunir contre le risque. Et puis ensuite, en face, vous avez ce qu'on appelle le système beveridgien. Beveridgien qui porte le nom de Beveridge, le ministre britannique des années 40, Lord Beveridge. Système imaginé en 1942, système mis en place en Grande-Bretagne en 1946 avec le National Health Service, où la protection généralisée est fondée sur la solidarité, indépendamment de toute activité professionnelle. Et donc, le principe, c'est la socialisation des coûts, l'universalisation de la protection sociale pour tous les risques sociaux, l'uniformité des prestations et le financement par l'impôt. Et la seule condition d'accès à la protection sociale, ce n'est pas l'appartenance à une profession, c'est bien la citoyenneté. Il faut être citoyen pour avoir droit à cette protection. Donc, plutôt que de parler de risque, on va parler de droit. Plutôt que de calcul économique, on fait un pari. La question n'est pas de savoir, finalement, dans le système beveridgien, si votre protection universelle, elle est rentable ou même économiquement supportable. Ce genre de question est proprement indécidable dans le champ du calcul économique, parce qu'on peut effectivement identifier des coûts de la protection sociale universelle, les mettre en regard de ses effets productifs directs, de ses effets politiques indirects, mais on estime que, de toute façon, ça obéit à un autre type d'organisation qui est quasiment philosophique et qui considère la santé comme un tout. Et nous, en France, on a fait le choix d'un système qui est mi-bismarckien, mi-beveridgien, avec notamment le mot de sécurité sociale nationale, qui s'appuie finalement sur
l'assistance, l'assurance, la prévoyance, sans être pour autant totalement, je dirais, en ligne avec ceci. À la différence de l'assistance publique, la sécurité sociale se veut constituer de droits des individus gérés par les intéressés. L'assistance publique, c'était, vous savez, évidemment, l'intervention étatique ou charitable. À la différence de l'assurance privée, on prélève des cotisations qui sont fonction non pas du risque couvert, mais des moyens de l'assurer. Et à la différence de la prévoyance mutualiste, liée à des adhésions facultatives, il y a l'affiliation et l'assujettissement à la sécurité sociale qui sont obligatoires. Donc le mot central de notre système, c'est solidarité. Solidarité institutionnalisée, nationale, mais pas réservée aux nationaux. Et effectivement, on sait que le Parti communiste français a joué un rôle important dans la création de la sécurité sociale. Mais vous savez aussi que c'est la rencontre de ces communistes et puis de la médecine libérale qui décide à un moment donné de s'engager dans un système. Donc il y a un chromosome X, puis un chromosome Y. Bon, avec le temps, le chromosome X libéral a eu tendance quand même à se rapetisser au profit du chromosome Y, qui lui était plutôt communiste, avec une tendance longue à l'étatisation. Et si on doit avoir deux moteurs à cette étatisation, moi j'en vois deux en tout cas, il y a d'abord l'universalisation. Alors l'universalisation qui s'est faite pour des publics au départ, hein, la protection du risque, on est parti d'une logique de risque et de branche professionnelle, et puis au fur et à mesure, on a mutualisé les pertes, on a élargi les droits, et notamment entre 1945 et 1975, tous les élargissements pour couvrir toutes les catégories professionnelles, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les étudiants, etc., soient intégrés. Et puis ensuite, ça a été les risques, hein, le revenu minimum d'insertion en 1988, la couverture maladie universelle, qui vous concerne plus particulièrement en 2000, l'allocation dépendance en 2002, et cette tendance, je dirais, au rapprochement entre, on va dire, un système bismarckien et un système beveridgien, elle est commune dans toute l'Europe. Quand vous regardez tous les pays européens, il y a une tendance à l'universalisation et une tendance à vouloir couvrir de plus en plus de risques. Effectivement, si vous prenez par exemple même le NHS, lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est parti d'un système très beveridgien. Eh bien aujourd'hui, vous avez un système qui fonctionne avec des files d'attente assez longues, hein, pour la médecine publique, et à côté de ça, vous avez le recours au secteur privé qui lui est très onéreux et de plus en plus onéreux. Donc je dirais les systèmes universels ne sont pas forcément d'ailleurs des systèmes qui fonctionnent bien. Donc cette universalisation, elle est importante parce que, eh bien, elle a conduit quelque part à brouiller, selon moi, l'essence initiale de la réflexion de la sécurité sociale. Et puis, deuxième chose, la maîtrise des coûts, notamment depuis l'ONDAM. Parce qu'à partir du moment où on dit l'État s'occupe de la maîtrise des coûts, eh bien, ça conduit évidemment à une immixtion de plus en plus importante. En fait, je dirais à une forme d'étatisation lente, graduelle, indolore, ce que j'appelle la métaphore de la grenouille. Si vous voulez tuer une grenouille, il ne faut pas la plonger directement dans un bol à 90 degrés parce qu'elle va sauter de la casserole. En revanche, si vous mettez une grenouille dans une casserole et que vous augmentez d'1 degré toutes les minutes, elle va lentement s'endormir et elle va finir par être cuite. Expérience à ne pas reproduire à la maison, sauf pour les gens qui aiment les grenouilles, évidemment. Pas manger des grenouilles. Pour les gens qui aiment les grenouilles tout court, ne le faites pas. Donc finalement, il y a cette immixtion de plus en plus importante de la sphère étatique dans le monde social, dont le PLFSS est, je dirais, le meilleur représentant. Et puis il y a un autre représentant, ça, le PLFSS, c'est comme dans l'Église catholique, c'est l'Esprit Saint, mais vous avez ce qui fait corps. Ce qui fait corps, c'est l'ARS. Évidemment, l'Agence régionale de santé, c'est le symbole de cet oncle bienveillant qui supervise tout ce que fait le secteur libéral en lui expliquant qu'on va fonctionner différemment. Et donc ce système hybride, aujourd'hui, je voulais qu'on soit clair là-dessus, hein, il était composé à 80% de cotisations sociales d'essence professionnelle dans les années 50. Maintenant, il est composé à près de 40-45% de ressources fiscales, notamment avec la CSG. CSG qui, alors ça c'est vous qui savez, mais je crois que c'est 25% des recettes de l'assurance maladie. Bon. Notamment depuis la création de la branche autonomie, puisqu'il y a une partie de la CSG qui est partie sur l'autonomie.
Donc, ça réside toujours d'abord effectivement sur des cotisations, mais le mouvement est bien à une bascule vers une fiscalité qui est en fait cette part beveridgienne. Effectivement, à partir du moment où on couvre des gens qui ne peuvent pas cotiser, eh bien, on se retrouve à devoir financer ça par l'impôt. Donc, voilà, pour les régimes de base, je dirais que ça se beverages, si vous me pardonnez l'expression, toujours davantage, mais que pour les complémentaires, on est toujours dans une logique assez professionnelle, et donc ce serait plutôt Bismarck. Côté Bismarck, la notion de cotisation maladie contre un aléa, le volet complémentaire mutualiste. Côté Beveridge, la PUMA, ex-CMU. Alors c'est d'ailleurs très intéressant d'ailleurs la PUMA, parce que quand vous cherchez des chiffres exacts sur combien coûte la PUMA, c'est compliqué. Alors, peut-être que vous avez plus l'habitude, mais c'est pas si clair que ça. La ME, la fameuse aide médicale d'État, je vous rappelle qu'elle a été multipliée par 2 depuis 2015. Alors ça représente que 0,5% des dépenses de santé, mais enfin quand même, c'est un petit milliard, un gros milliard, un petit milliard. Et puis la base de la sécurité sociale. Et alors, ce qui est assez, je dirais, contradictoire d'ailleurs, c'est que si on sort de la maladie, on a l'universalisation sur certains publics, la ME, la PUMA, mais à côté, l'universalisation, elle a reculé sur d'autres, notamment la branche famille. C'est là où c'est pas très logique, c'est-à-dire que si on voulait vraiment aller vers un système universel, dans ce cas-là, il faudrait que tout aille vers l'universel. Or, on a fait un universalisme qui est quand même politiquement orienté ou qui est à géométrie variable. Voilà. Et sur la politique familiale, on connaît d'ailleurs les résultats que ça a provoqué, puisque depuis maintenant quasiment 10 ans, eh bien, le taux de natalité français a baissé. Et ensuite, on s'interroge sur le problème des retraites, mais le problème des retraites, il est peut-être aussi lié à la politique nataliste. Je referme la parenthèse. Donc effectivement, la sécurité sociale reste de loin le premier financeur des dépenses de santé, 78% du financement, complémentaire 13%, et la part directe des ménages, 7%, avec 95% des ménages qui ont une couverture complémentaire. Alors, ceci étant dit, ce tableau brossé, je dirais, de la nature de notre système, qu'est-ce qu'il suscite en termes d'analyse? Moi, je voudrais vous faire part de 3 réflexions hétérodoxes sur, je dirais, l'état de cet État-providence et sur la manière dont on en débat. Et j'ai vu, faut-il nationaliser la médecine libérale? Donc, je suppose que ça fera écho. Parce que, quand on regarde le sujet assurance maladie, sécurité sociale, médecin, je note en fait 3 approches politiques depuis 25 ou 30 ans, qui sont d'ailleurs pas forcément inconciliables. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en ont défendu 2 sur 3, les 3 en même temps, non. Mais vous allez les retrouver, à mon avis, sans barguiner. Alors d'abord, vous avez ce que j'appellerais les libéraux, qui, eux, approchent le système de l'État-providence sous l'angle de la compétitivité, en disant le problème, c'est les cotisations. Il faut alléger les cotisations sur les salaires, parce que vous comprenez, c'est ce qui empêche d'embaucher les gens, c'est ce qui ne nous rend pas compétitifs. On ne peut pas dire que l'approche médicale soit prédominante. Après, vous avez ceux qui sont plutôt idéalistes ou socialistes, enfin, idéalistes au sens noble du terme, portés par un idéal, qui conçoivent la sécurité sociale comme un droit universel, sans se soucier du paiement. C'est ce que je vous disais en introduction. Voilà, on est dans une logique qui n'est pas économique, on est là sur une matière de droit, on est sur des principes. Et puis enfin, vous avez ceux qui ne rentrent pas dans le débat économique ou dans le débat politique, qui se limitent à une approche de gestion, qui est pratique, parce que quand vous êtes sur une logique de gestion, finalement, votre comptable va vous dire, si vous faites ça, vous allez avoir une baisse de trésorerie, mais il n'est pas en opportunité. Donc, en politique, le raisonnement de comptable permet de dire des choses intelligentes sans avoir à se prononcer sur le fond. Donc, ceux qui ne rentrent pas dans le débat économique ou médical, ils ont une approche un peu gestionnaire, comptable, orthodoxe. C'est-à-dire qu'ils sont là en disant, ils essaient plutôt de compenser les baisses de cotisation décidées par les premiers et les hausses de dépenses universelles des seconds, en disant il faut garantir l'équilibre des régimes. Alors, est-ce que les 3 ont vraiment raison? Je voudrais commencer par m'attaquer aux libéraux, puisque les libéraux, ils sont plutôt chez moi, en
en faisant une affirmation sur le paradoxe libéral. En voulant faire une politique de droite, en tout cas une politique libérale, on poursuit les objectifs de la gauche parce que baisser les charges pour améliorer la compétitivité conduit à étatiser de plus en plus le système et à renforcer le biais de l'État dans l'économie. Ce sera donc ma première affirmation. Je vais essayer de vous démontrer, en sachant qu'évidemment, je suis sûr qu'il y en aura plein de gens parmi vous qui ne seront pas d'accord, mais je prends par exemple, en 2019, on a estimé qu'il fallait supprimer de 6 points de cotisation les cotisations pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Il y a une loi qui est la loi Veil de 1994 qui oblige l'État, qui invite l'État à compenser à l'euro près toutes les exonérations de cotisations sociales décidées par les gouvernements en place. Le but étant évidemment que le financement de notre système de protection sociale ne soit pas affecté par les choix politiques des uns ou des autres en la matière. Donc par exemple, quand vous prenez le projet de loi de finances de l'année dernière, en 2021, il était marqué « est approuvé le montant de 5,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiettes de cotisations ou contributions de sécurité sociale ». Donc évidemment, chaque fois que l'État fait un trou dans le budget de la Sécu, il est obligé de compenser par son propre budget. Alors, évidemment, ça veut dire qu'on substitue de la cotisation à de l'impôt. Donc on étatise. Parce que plus c'est celui qui paye qui décide. Donc si vous avez un budget de l'État qui représente 50% de la sécurité sociale, il dit j'ai 50% des parts, entre guillemets, puisque c'est moi qui paye. Et deuxièmement, vous avez un biais économique. C'est-à-dire que quand on baisse les cotisations de tout le monde de manière uniforme, ça favorise plutôt des secteurs comme des entreprises dont les salaires sont plus élevés que la moyenne. De manière uniforme, vous allez aider la banque, l'assurance, les activités juridiques, le conseil, l'informatique, l'énergie, la chimie, la pharmacie, l'automobile. Si vous faites sur les salaires plus bas, les revenus moyens ou plus bas, vous allez être sur des secteurs moins bien rémunérés. La distribution, la construction, l'hôtellerie, la restauration, l'intérim, la propreté. Je note que donc, ce débat, il n'est pas forcément d'ailleurs véritablement sur la place publique quand on parle d'allègement de charges, un peu sur le monde économique, mais dans le débat national, c'est pas forcément ça. Le débat, c'est plus faut-il faire ou pas des allègements. Enfin, il y a plutôt un consensus qu'il faudrait en faire. Et je note surtout que malgré tous les allègements de charges qu'on a pu faire sur les bas salaires, quand vous regardez aujourd'hui où est-ce qu'on a des problèmes d'emploi, ce sont justement sur ces métiers d'hôtellerie, de distribution, d'hostellerie. On me parlait d'un hôtel 5 étoiles qui a dû fermer tout un étage de l'hôtel parce qu'il ne trouve plus de femmes de chambre. Donc, je mets ça à la réflexion commune, mais quand on mène une politique visant à améliorer la rémunération des bas salaires et qu'on s'aperçoit que, malgré des années à faire ça, on a étatisé la sécurité sociale et en même temps, ça ne produit pas un effet bœuf sur, je dirais, l'embauche, il faut peut-être aussi s'interroger sur l'efficacité de la politique. D'autant que, accessoirement, il y a une crainte théorique, c'est que vous créez un système de double peine pour l'employeur, notamment, lorsqu'il veut augmenter son employé. Parce qu'il se dit, si je perds les allègements de charges. Et donc, vous créez ce qu'on appelle des trappes à bas salaire, avec un tassement de, je dirais, de la pyramide des salaires vers le bas, avec un salarié sur deux qui se retrouve entre 1 et 1,5 SMIC. Donc, la principale critique que je ferai sur l'approche libérale qui a été menée par à-coups dans un autre ces dernières années, c'est que cette orientation, ce n'est pas le fruit d'un choix de société. Quand on a créé la sécurité sociale, on s'est demandé quel système on voulait, sur quel principe ça reposait. Là, il s'agit d'une approche essentiellement économique qui ne se demande pas finalement quel sera l'avenir de la manière dont ça va fonctionner, qui ne se demande pas quel est le meilleur système au plan médical. Donc, c'est une vision assez monochrome de la protection sociale. Et la réalité, c'est que je ne pense pas que ce soit une politique de long terme, parce que la mondialisation vous met en compétition avec des pays qui ont... Il y a une théorie qui est... je vais diverger sur l'économie, qui est la théorie d'Escher-Rollin, qui est le fondement de la mondialisation. C'est une théorie qui expliquait qu'il fallait ouvrir toutes les frontières, puisque de toute façon, soit on était fort en travail, soit on était fort en capital. Donc les pays qui fabriquaient des produits très consommateurs de travail vendraient ces produits, et ceux qui étaient sur des produits très consommateurs de capital leur vendraient en échange des produits. Voilà. Et donc il y aurait des échanges.
C'est bien beau, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui ont capté à la fois l'avantage en travail et en capital. La Chine, par exemple. La Chine, elle construit des EPR, et en plus, elle a des salaires bas. Donc comment vous faites du commerce équitable dans ces conditions? Et donc si vous considérez que votre système d'État-providence, ben, en réalité, il faut toujours baisser les cotisations pour le rendre compétitif, il ne sera jamais compétitif parce qu'il n'y a pas d'État-providence en Chine. Et il n'y a même pas de protection sociale un temps soit peu élaborée. Donc ça conduit en fait à niveler par le bas toute protection sociale, et on oublie que ce n'est pas que des chiffres, pas que de l'argent, que la médecine, c'est ma conception personnelle, parce qu'elle m'a plutôt été léguée par mon oncle, c'est pas juste scientifique, il y a un humanisme derrière la médecine. On ne rentre pas en médecine comme on fait épicier. On rentre en médecine parce qu'il y a une dimension éthique, philosophique, humaniste, qui fait qu'on s'intéresse à l'autre. Et donc, ceci, à mon avis, a tendance à totalement disparaître de la réflexion purement économique, et en plus, ça ne marche pas. Deuxième paradoxe, le paradoxe étatiste. En voulant, que je dirais comme ça, en voulant universaliser et étatiser, la gauche a perdu la solidarité et l'universalité. Ce qui peut sembler contradictoire, mais je vais essayer de le prouver. En étendant à tous les publics, en essayant d'universaliser, de couvrir tous les droits qui pouvaient avoir lieu, on a créé un système d'irresponsabilité généralisée. D'abord, l'universalité a progressivement étendu le tiers payant, et donc elle a rendu ignorants les Français sur le coût réel des soins, notamment à l'hôpital. C'est ce que j'appelle la métaphore du caddie. Vous vous baladez dans un supermarché où vous pouvez prendre ce que vous voulez sur les étalages. De toute façon, il n'y a pas les prix. Et on ne vous envoie pas votre facture à la maison. On divise la facture par tout le monde et on compense, vous ne savez pas pourquoi. Et à la fin, on vous dit, voilà, on vous a prélevé ça. Comment voulez-vous faire des choix rationnels dans un système comme celui-ci? Et donc le tiers payant, pour moi, généralisé, à part pour des personnes qui ne peuvent pas payer, mais je pense que c'est très mauvais, parce que si on faisait un sondage, peut-être qu'un jour, si vous faites un peu de communication, demandez aux Français combien coûte une radio, le coût réel, combien coûte un IRM. Alors moi, j'avais des vieux chiffres, je ne sais pas s'ils sont justes, mais on m'avait dit qu'une radio, à l'époque, ça coûtait 150 € au coût réel, et l'IRM a mis 500 €. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait intéressant. Je ne suis pas certain que quand le médecin vous dit « vous allez faire un IRM », ou quand je connais « ah ben j'ai fait une radio, mais je voudrais quand même aller voir un autre médecin pour voir si je ne peux pas faire une deuxième, parce que moi je trouve que bon ». Les gens se rendent compte véritablement, s'ils le mettaient à l'échelle de leur propre consommation ou de leurs impôts, combien ils payent en impôts sur le revenu tous les ans, ils se diraient mais quand même, en fait, c'est très très cher. Donc, on se rappelle des projets de Marisol Touraine, hein, le tiers payant généralisé. C'est la fin du paiement à l'acte, et en plus, pour le coup, c'est la salarisation des médecins. Alors, ça a pu fonctionner dans certains secteurs. Je parle par exemple des médicaments. Il y a eu des efforts énergiques qui ont été faits sur les prix, qui ont conduit à une baisse de la consommation médicamenteuse. Quand on regarde 2004-2019, la consommation, elle a baissé de 16% en France, elle a augmenté de 27% en Allemagne. Donc oui, on peut essayer de compenser ça par d'autres moyens. Enfin, fils de pharmacien que je suis, pourrais vous dire que les conséquences pour les pharmacies, pour la rentabilité des pharmacies, pour la manière dont les pharmaciens conçoivent leur rôle, a été quand même durablement impactée. Deuxièmement, il y a quand même une dégradation de l'offre de soins. En voulant universaliser le système, on a notamment fait rentrer des nouveaux publics, ce qui conduit à bureaucratiser les professions libérales. Parce que quand vous recevez un malade qui est à l'AME, et parfois même à la Puma, ce n'est pas exactement le même public, et vous pouvez avoir des pathologies, des problèmes même, je dirais, sociaux, d'interaction, etc., qui font que les premiers temps, ça a été un peu compliqué. Et puis, de manière générale, à force de vouloir étatiser, donc en mettant tout dans des cases, en expliquant, en voulant contrôler toute la chaîne, on a quand même découragé un certain nombre de professionnels qui se retrouvent à faire 30% de leur temps sur de la bureaucratie, et c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés en médecine. En tout cas, ceux que j'ai voyé partir en retraite en disant écoutez, moi il me restait 2 ans, mais là, dans la réforme, j'en peux plus, je m'en vais, c'était quelque chose qui effectivement, arrivé à passer à la soixantaine, jouait quand même à plein. Je ne parle même pas de l'hôpital qui est en train de couler face à la demande. Troisièmement, il y a le sentiment de fraude. Ce sont les chiffres qui circulent, hein.
72 millions de bénéficiaires dans la base de données gérée par la CNAM, le RNIAM, le répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour 67 millions d'habitants. Il y a eu des polémiques sur ça. Alors, il y a 1,8 million d'assurés sociaux qui résident à l'étranger. Il y a 1 gros million de gens qui sont en fin de droit. Donc, il y a eu des raffinages de chiffres. On dit oui, mais non, mais en fait, en réalité... Bon, enfin, aux dernières nouvelles, il restait quand même 500 000 personnes. On ne savait pas pourquoi elles étaient dans le répertoire. Et visiblement, elles n'étaient pas françaises. C'est pas tant d'ailleurs, il y a la fraude en tant que telle, mais le sentiment que ça crée. Parce que ce système universel, il coexiste avec des gens qui, eux, peuvent cotiser et qui n'ont pas forcément droit à ceci. Et c'est ça, cette coexistence de public, de gens qui ont l'impression qu'il y a une injustice. Moi, je me rappelle ma grand-mère qui avait un très faible salaire, enfin, elle a été femme de ménage toute sa vie, et elle n'avait pas droit à la CMU pour 4 €. Ben, ce genre de détail vient après empoisonner, parce qu'on dit finalement le voisin, il y a droit, mais lui, en fait, on sait très bien qu'il travaille au noir, et moi, je me lève tous les matins et j'ai pas droit. Bon. Et c'est un moteur, hein, la complexité est pour moi un moteur à injustice. Quand vous prenez la PUMA, aujourd'hui, toute personne qui demande l'asile, à partir du moment où elle le demande, se voit ouvrir des droits, logement, allocation particulière, scolarisation des enfants, avec un numéro de sécurité sociale non identifié, ce qui rend impossible la détection des cotisants. Sachant que 70% des demandeurs d'asile sont déboutés du droit d'asile, on ne peut pas les repérer, et comme cela relève du droit commun, l'OFPRA ne prévient pas les caisses d'assurance maladie. Et on sait que 90% restent en France. Ce genre de détails, évidemment, ça ne peut que créer du ressentiment. Et je ne parle même pas des dépenses à l'AME où vous avez des dépenses de taxi qui sont payées pour amener la personne chez le médecin avec le taxi qui reste en bas tout le temps de la consultation, plus un interprète. Coût moyen de l'opération pour votre clandestin qui va voir un médecin, 1 000 €. Bon, ce genre de... Alors évidemment, on ne parle pas sur des millions de gens. Il n'en reste pas moins que, à l'heure où beaucoup de Français font des efforts et ont peur pour leur fin de mois, ce genre de scorie dans la complexité de l'État-providence ne peut qu'encourager, en réalité, au recul de ce qu'on voulait. C'est-à-dire que les Français sont de moins en moins enclins à offrir l'universalité de la protection sociale avec un sentiment double d'injustice. C'est-à-dire qu'on se demande si le travailleur pauvre ne serait pas moins bien protégé que celui qui va émarger à des couvertures universelles. Par exemple, quand vous êtes à l'AME ou à la complémentaire santé solidaire, vous avez le tiers payant automatique. Et je ne crois pas que ce soit le cas pour le travailleur pauvre. Donc, bon, à un moment donné, il peut légitimement se demander si on valorise le travail, si on valorise la citoyenneté dans un système où finalement il y a de tels écarts. Et puis il y a la perte du consentement à l'impôt des classes moyennes. Parce que la révolution, vous le savez, du financement de la protection, c'est la CSG. Or, pour mémoire, l'impôt sur le revenu dont tout le monde parle, c'est 82 milliards. La TVA, c'est 97. La CSG, c'est 120. C'est notre premier impôt, en réalité. Un impôt invisible. Un impôt qui frappe tous les contribuables au même taux. Et donc un fardeau qui est particulièrement lourd en proportion pour les bas revenus, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, mais qui contribuent, et surtout sur les classes moyennes, qui payent la double, la double peine, puisqu'ils ont à la fois l'impôt sur le revenu et la CSG. Et sans qu'il y ait une réflexion, sur cette courbe de prélèvement, totale. Et donc ça pousse à la chute du consentement. J'avais trouvé un sondage Harris de l'an dernier. 66% des Français jugent que les ménages aux revenus intermédiaires paient trop d'impôts, quand 48% disent la même chose pour les ménages les plus modestes et 21% les plus aisés. Or, la classe moyenne, c'est elle qui est au cœur, en réalité, de la promesse d'un État social. C'est elles qui font marcher le régime. C'est elles qui peuvent financer et qui n'ont pas forcément les moyens pour se payer, des systèmes privés à côté. Donc, l'analyse que je ferai sur cette politique, on va dire plutôt universaliste, c'est que finalement, l'assurance maladie, on ne sait pas combien ça coûte exactement en impôts, on ne sait pas combien se montent les fraudes, on ne sait pas si la charge est justement répartie. Et cette approche ne fait qu'accélérer la création d'un système à 2 voire 3 vitesses. Une base embouteillée et universelle. Donc vous avez droit au médecin, mais par contre, quand vous prenez un rendez-vous, il y a une file d'attente, on a réduit, etc.
Un complément obligatoire pour les classes moyennes, et puis pour ceux qui peuvent vraiment avoir les moyens ou qui ont des copains qui travaillent à l'hôpital, les coupes droits, soit vous payez, soit vous avez le réseau qui va vous permettre d'avoir un accès aux soins plus rapide. C'est exactement l'inverse de ce qu'on souhaitait à la base. Et quand je parle d'ailleurs du réseau pour dégoter un médecin, vous le savez très bien, parce que voilà, on connaît tous des cas de copains qui se retrouvent avec un problème, et il ne faut pas avoir un problème urgent, si vous voulez, aujourd'hui. Dernier paradoxe, le paradoxe comptable. Alors, sachant que je viens de la Cour des comptes, c'est toujours un peu comique, mais en considérant la santé comme un service comme les autres, est-ce qu'on n'a pas déshumanisé la médecine et rompu l'universalité du système? Alors, je fais référence ici au numerus clausus, au déremboursement des médicaments, en oubliant qu'en économie, la santé est un bien de Engel. Deuxième incursion économique, un bien de Engel, c'est un bien dont la consommation croît plus rapidement que votre revenu. Je répète, ça veut dire que il y a des biens, si vous gagnez 10 euros de plus, vous allez garder 10% de votre consommation pour les acheter. 10. Le bien de Engel, si vous gagnez 10 euros de plus, vous allez consacrer 2 fois plus pour votre santé. Donc plus vous gagnez d'argent et plus vous consacrez d'argent à votre santé. Donc la consommation croît avec la richesse, et donc on comprend bien que cette dynamique particulière, cette sensibilité économique particulière de la santé, c'est comme le djinn qu'on essaye de faire rentrer dans la lampe. C'est que les gens ont une appétence. Tout le monde, d'ailleurs, c'est tous les débats écologiques qu'on peut avoir derrière l'écologie, c'est un débat sur la santé. Ce qui préoccupe les gens, c'est la santé de la Terre, oui. C'est la santé de la Terre parce qu'ils ne veulent pas manger des trucs aux pesticides, ils ne veulent pas s'empoisonner, ils ne veulent pas vivre dans un environnement dégradé. Donc, principale victime de cette politique comptable, les territoires ruraux. Moins de médecins. Moi, j'ai moyenne... M. Pérouti, qui est là, qui n'est pas très loin de mon ex-circonscription. J'avais le canton d'Apt, peut-être 60% des médecins qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Bon. L'hôpital à qui on a fermé la maternité. Donc, baisse de moyens. D'ailleurs, baisse générale de tous les hôpitaux de proximité de mon département. L'hôpital d'Avignon a plutôt monté en gamme, les autres ont plutôt descendu. Les personnes âgées, parce qu'évidemment, la question de l'attente, de l'accès aux soins, elle est beaucoup plus compliquée quand on a des problèmes de mobilité. Les personnes en situation d'urgence. Quand on accorde les mêmes droits à tout le monde, sans distinction, en considérant qu'on va mettre tout le monde dans la file d'attente, c'est celui qui en réalité en a vraiment besoin. Ça marche, c'est comme pour l'asile en fait. Quand on dit tout le monde peut demander l'asile, celui qui est vraiment persécuté, il fait la queue comme tout le monde. Et donc c'est à lui qu'on enlève des droits. De la même manière que pour la médecine, si on considère que finalement tout le monde va attendre, celui qui a vraiment besoin d'une opération imminente et urgente, il va faire la queue comme tout le monde, et c'est lui qui va payer de sa santé ce non-choix sanitaire. Et puis la qualité du lien et du suivi, parce que quand vous avez des patientèles qui s'élargissent, c'est plus difficile, évidemment, de faire ce qu'on faisait avant. Donc on gère la demande médicale à grands coûts de rationnement de soins et de constitution de files d'attente. C'est ça la réalité, à mon avis, de la France de 2022. Vous avez les réseaux fermés de soins, contre lesquels j'ai beaucoup bataillé à l'époque, poussés par les mutuelles, qui créent un impact négatif d'ailleurs économique. Quand sur la lunetterie, vous permettez aux mutuelles de contrôler les prix, évidemment, elles orientent les consommateurs vers les prix les plus bas, mais manque de peau, la France produit des lunettes, elles, de très bonne qualité, mais plus élevées. Donc on va porter des verres chinois. On vassalise aussi les professionnels. Et puis, de manière générale, l'emprise des complémentaires sur la liberté des professionnels de santé. Dès que vous mettez des choses comme le 100% santé avec des logiciels qui sont pilotés, on vous impose des normes, des logiciels, une manière de fonctionner qui en réalité n'est pas une forme de salarisation, mais néanmoins une forme quand même de contrôle. La tarification à l'acte, le prix des actes médicaux. En tout bon sens, il faut que le prix des actes reste supérieur au coût de la pratique médicale. Sauf qu'il y a un coût qu'on n'intègre jamais dans le coût de la pratique médicale, c'est qu'il y a un impôt qui s'est développé ces dernières années, qui n'est pas la CSG, qui ne dit pas son nom, il s'appelle la paperasse. Et la paperasse, c'est un impôt. Parce que quand on passe... Moi, j'avais un cousin qui était orthophoniste, et le pauvre passait ses dimanches à faire ses factures. Bon, c'est un impôt. Parce que quand vous passez 6 heures le dimanche, au lieu de vous reposer à travailler, de facto, vous êtes plus fatigué. Donc, voilà.
Et si vous le faites, au lieu de recevoir des patients, ben, là aussi, c'est une perte de revenus. Donc cela provoque des dérives. Je pense notamment à ce qui a pu se passer à l'hôpital. Je mettrai une pierre chez les médecins, les intérimaires. C'est quand même totalement inconcevable que vous ayez des médecins qui disent « Moi, je viens aider à l'hôpital, mais alors c'est tant, c'est 5 ou 6 fois le tarif. Sinon, ben, tant pis, vous vous débrouillez. » Il est inconcevable qu'on ait des villages qui doivent se battre pour garder un médecin, avec le médecin qui vous dit « Vous offrez quoi, vous? Le logement, l'électricité, l'eau? Ah, il n'y a pas le parking gratuit? Parce que au village à côté, ils m'ont promis mieux. » Bon, c'est profondément malsain, profondément, à mon avis, antinomique avec l'approche que doit être la médecine. Et on voit bien que tout ceci a été induit par le contrôle des soins. Et puis, des injustices en cascade, les fameux dépassements d'honoraires, 2 milliards d'euros sur 18, on estime que les 2 tiers pèsent sur les ménages. Et donc, il y a un écart qui s'est creusé insidieux entre les bases du remboursement de la sécurité sociale et les tarifs de consultation, ce qui fait qu'en politique, on parle d'universalisation et de maximisation de la couverture, et tout ceci est en fait chimérique. Effectivement, au plan politique, on donne des grands principes, mais dans la pratique, la couverture médicale a régressé, et donc, c'est le troisième paradoxe, c'est qu'en voulant contrôler, eh bien, on a désuniversalisé, on a détérioré le système. Donc, mon dernière analyse sur ce point-là, c'est qu'on a maîtrisé la dépense, oui, mais à quel prix? Résultat comptable pas fantastique. On ne peut pas dire honnêtement, oui, effectivement, ça s'est amélioré, mais enfin. Et pourquoi? Parce que pour que des décisions d'économie soient rationnelles, ce sera ma troisième incursion dans le domaine économique, encore faut-il qu'elles soient mises en œuvre par des acteurs capables de réaliser un calcul économique. Et dans un monopole public, comme le démontre d'ailleurs la bonne santé de la SNCF, c'est impossible. Alors, en conclusion, puisque je devais terminer à 45, mais on a commencé avec 10 minutes de retard, donc vous allez voir, je vais arriver à vous rattraper votre retard sans bouffer votre avance. Je dirais que c'est quelques points, 4 points que je voulais vous donner sur mon sentiment sur tout ça. D'abord, il y a un paradoxe. On part du principe que la demande des citoyens est rationnelle. Et en fait, elle est irrationnelle. Nous sommes tous irrationnels. D'un côté, nous voulons tous moins d'impôts, moins de charges, moins de complexité. Et nous voulons tous également plus de protection, plus de services. Plus de services, ça veut dire plus d'État, souvent. Et donc, il y a cette contradiction qu'il faut, je dirais, accepter pour essayer de la dépasser. Ça ne sert à rien de dire les gens ne veulent pas de la proximité. Non, aujourd'hui, on est dans un système où tout le monde s'inquiète pour la santé. Donc, les gens sont en attente d'un service. Et donc, ça, forcément, ça peut créer un coût. Je crois qu'il faut, de manière générale, pour rendre plus lisible et pour rendre plus acceptable les dépenses de santé. Et on voit bien que dans ce schéma-là, il faut arrêter de mettre des tubulures qui permettent de vider une poche pour en remplir une autre. On en arrive au stade où c'est très compliqué à expliquer. Faisons l'essai. Vous prenez un citoyen qui ne connaît pas, vous dites « je vais t'expliquer le financement de protection de santé ». Voilà. Au bout de 70 ans, c'est devenu une cathédrale. Rendre lisible le système, c'est-à-dire répondre à la question combien ça coûte. Mais aujourd'hui, via le ticket modérateur, je ne sais pas qui va me rembourser, je ne sais pas à quelle hauteur, j'ai une ignorance totale de combien je coûte au système, combien je contribue. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des causes aussi du renoncement au fait de se soigner. Il y a aussi rendre lisible le système, se demander si la fiction de plus en plus grande entre État et sécurité sociale fonctionne. Je crois qu'il faut évidemment maintenir les deux. En revanche, quand vous faites un projet de loi de finances, un projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est devenu impossible. C'est-à-dire que vous avez des mécanismes qui sont sur les deux. Donc vous votez l'article 1 en commission des finances parce que c'est le budget. Après, vous allez pour l'article 2, qui est la conséquence de l'article 1, on vous dit mais c'est du social, donc vous le faites en projet de loi de finances de sécurité sociale. Et en plus, comme ce ne sont pas les mêmes commissaires, ils n'ont qu'une vision de l'éléphant. Personne n'a la vision complète. Alors qu'en réalité, si on fonctionne vraiment, je dirais, au nom de la nation, il faut avoir une vision transversale. Je crois que ce serait préférable. Et puis, il faut sensibiliser via le reste à charge l'usager du service public ou le patient, suivant du point de vue où on se place. Il faudrait mieux faire l'avance. Moi, je pense que vous allez chez le médecin, vous faites un chèque de 20 €, on vous le rembourse à 19, mais vous avez vu le coût que cela fait. Je préférerais ceci parce que les gens se rendraient compte. Vous avancez la trésorerie et vous comprenez quand même que c'est un coût.
Il y a aussi s'attaquer à l'attractivité du métier en échange d'un retour à la source de l'engagement médical, développer les incitations financières aux gardes et permanences. Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas supprimer toute cotisation sur les heures qu'un médecin fait un week-end? Le jour où vous faites un dimanche, ça vous rapporte 700 €, peut-être que vous aurez quelques médecins de plus qui diront, oui, tiens, finalement, ça vaut le coup. Enfin, bloquer votre week-end pour faire 200 € à 30 ans, pourquoi pas, à 60, hein, les années comptent double. Et puis, il faudrait reprendre à zéro. Je vois qu'ils disent vrai. Hein. Bon, si c'est des médecins qui le disent, c'est que ça doit être vrai. Reprendre à zéro également la cotation des actes médicaux. Et en échange, responsabiliser aussi les médecins sur le service. Le conventionnement, ça évite quand même le chômage. Hein. Ceux qui sont en secteur 3 savent que la patientèle n'est pas très développée. Et lutter contre les dérives, parce que ceux qui font usage de leur statut de médecin uniquement pour faire de l'argent, quitte à mettre les collectivités dans l'impasse. Moi, j'ai vu des médecins se barrer d'une semaine à l'autre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça des patients. Vous n'êtes pas épicier. Et donc, je crois qu'aussi, sur ces points-là, il faut que la profession prenne ses responsabilités. Et puis, enfin, rester vigilant. Parce que sur les 3 paradoxes que je vous ai donnés, en réalité, les 3 lignes de force sont toujours présentes dans le monde politique. On ne sort pas, pour l'instant, il n'y a pas de 4e vision qui est sortie qui permettrait de reprendre le sujet. Et donc, il faut rester vigilant sur le sujet de la suppression du paiement direct des honoraires par le malade, sur le sujet du tiers payant généralisé. Parce que, là encore, cette logique idéaliste ne peut que conduire à étatiser une nouvelle fois et à rendre de moins en moins efficient le système. Voilà, donc j'espère que cette présentation sur l'État-providence vous aura, sinon convaincu, au moins pas trop ennuyé. Et je vous souhaite une bonne conférence aujourd'hui.